Merci pour ces précisions. Tu nous disais au départ de cet entretien qu'on voit des nouveaux droits pour les actionnaires. Qu'est-ce que ça va changer pour les PME et les startups? Alors d'abord, mais dans une mesure quand même très prudente, hein, pas, donc on a, je dirais, deux éléments. D'abord, c'est le droit à l'information. Euh, le droit à l'information des actionnaires peut s'exercer maintenant en tout temps et pas seulement à l'Assemblée générale. Donc, on peut poser des questions au conseil d'administration qui doit y répondre indépendamment ou non de la tenue d'une assemblée générale. Avant, le droit à l'information ne s'exerçait que par l'intermédiaire de l'assemblée générale. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, voilà. Ensuite, on a un, un seuil du capital action, respectivement des voix, qui est de 5% au lieu de 10% pour demander l'accès au rapport de gestion, à certains documents pour permettre aux actionnaires de se déterminer lors de l'Assemblée générale. Donc, on a un seuil abaissé. Euh, Ensuite, au niveau du contrôle spécial, on a maintenant ce qu'on appelle un examen spécial, mais dont les modalités sont relativement, même très semblables à ce qui existe déjà au niveau du contrôle spécial. Et puis, on a maintenant posé dans la loi euh, ce que la jurisprudence considérait comme l'exercice mesuré des droits en cas d'augmentation de capital. C'est-à-dire qu'une augmentation de capital décidée par l'actionnaire majoritaire doit respecter les intérêts, dans une certaine mesure, les intérêts du minoritaire. Ça veut dire que s'il existe plusieurs options pour réaliser cette augmentation de capital, l'actionnaire majoritaire doit prendre l'option qui est la moins dommageable pour l'actionnaire minoritaire. Et s'il ne le fait pas, eh bien, l'actionnaire minoritaire pourrait, par exemple, bloquer cette augmentation par voie de mesure provisionnelle en disant que cette augmentation s'exerce de façon démesurée. Et ça, c'est quand même un élément assez important. J'ai écrit un petit livre à ce sujet qui est paru l'année passée en la matière et qui fait l'état de la jurisprudence. Voilà. Merci pour ces interprétations et ces discussions vraiment passionnantes. Il y a un point qui m'a interpellée. Est-il vrai qu'aujourd'hui, un actionnaire pourrait attenter une action contre le conseil d'administration sans que le dommage soit avéré? C'est vrai qu'à l'époque, on parlait d'un dead body. Il fallait s'assurer qu'il y ait vraiment un dommage avéré pour pouvoir intenter action contre le conseil d'administration. Est-il correct de dire qu'aujourd'hui, finalement, on peut, sur la base de soupçons, euh, aller vers le conseil d'administration et demander explication? Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question. Alors, un actionnaire peut toujours, et doit même, poser toutes les questions qu'il souhaite au conseil d'administration lorsqu'il croit déceler une anomalie ou une lacune dans la gestion du conseil d'administration. Il doit même le faire parce que en réalité, toutes les autres actions qui sont offertes par le droit sont dépendantes, je dirais, d'un processus d'information préalable. En réalité, ce n'est que parce que le conseil d'administration répond pas ou mal à certaines interrogations que l'actionnaire va pouvoir ensuite déclencher différentes actions, comme par exemple l'action en examen spécial, respectivement l'action en responsabilité. Donc l'actionnaire doit toujours commencer par poser des questions dans le cadre soit de l'Assemblée générale, soit dans le cadre nouveau que je viens de citer, offert par le nouveau droit. Ouais. S'il le fait et que les réponses ne le satisfont pas, il peut effectivement ouvrir action en responsabilité. Alors, l'action en responsabilité, elle est basée sur trois éléments. D'abord, la violation d'un devoir par le conseil d'administration, un dommage et puis un lien de causalité entre cette violation et le dommage. Alors, ta question posait sur le dommage. La distinction majeure que le droit suisse
pose en la matière, c'est le dommage qu'a subi l'actionnaire lui-même personnellement ou le dommage qu'a subi la société. Et il faut savoir si l'actionnaire se plaint d'un dommage qui a été subi principalement directement par la société et seulement indirectement à ses intérêts. Par exemple, si le conseil d'administration appauvrit la société par des mauvaises décisions, eh bien, c'est la société qui a subi un dommage et seulement indirectement l'actionnaire qui en est quelque part propriétaire. D'accord? Pour que l'actionnaire ait subi directement un dommage, il faut qu'il puisse se prévaloir de la violation d'une norme qui le protège directement. Et c'est quelque chose qui est assez rare finalement. On parle principalement de dommages indirects pour l'actionnaire et de dommages directs pour la société. Alors, si la société a subi directement un dommage, eh bien, c'est au conseil d'administration d'ouvrir action. C'est au conseil d'administration qui est porteur des intérêts de la société, qui représente la société, de poursuivre les personnes responsables. C'est rarement le cas, puisqu'en réalité, le conseil d'administration, c'est un organe collégial, et donc c'est extrêmement rare que le conseil d'administration poursuive l'un de ses membres. Mais bon, ça peut arriver. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il peut céder ses droits à un actionnaire pour que l'actionnaire, au nom de la société, agisse à l'encontre de cet administrateur. C'est principalement le cas en cas de faillite de la société où la masse en faillite, qui est censée continuer les intérêts de la société, va renoncer à agir au nom de la société contre le conseil d'administration ou contre certains de ses membres et va céder sa prérogative à certains créanciers qui vont à leurs frais, mais au nom de la société, poursuivre ces administrateurs. Alors, c'est pas très sexy puisqu'en fait, finalement, ces créanciers vont, s'ils gagnent après un long et coûteux procès, finalement, ne vont qu'augmenter finalement les actifs disponibles dans le cadre de la masse en faillite. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a relativement peu d'actions en responsabilité actuellement. Voilà. Merci de ces explications complètes et on voit que le domaine est complexe. Oui, oui, effectivement. Je dirais, prouver un dommage est difficile, mais il y a certaines clauses ou certains articles de loi qui déclenchent un dommage automatique. C'est par exemple le cas, et c'est un cas malheureusement assez fréquent, quand le conseil d'administration ne s'acquitte pas des charges sociales dans le cadre de contrats de travail de la société. Et là, le conseil d'administration est immédiatement responsable. Le dommage est avéré et ensuite, par exemple, la caisse AVS peut poursuivre directement les membres du conseil d'administration pour le non-paiement des cotisations qui sont dues avec une situation aggravante si ce sont les cotisations employées qui n'ont pas été, qui ont été perçues sur les salaires mais qui n'ont pas été versées à la caisse. Voilà, ça c'est, je dirais, le cas classique de la responsabilité que peuvent et que doivent, que peuvent, qui peut se poser à un administrateur. Effectivement, malheureusement, comme tu le dis, ça arrive encore trop souvent. On sait qu'en Suisse, c'est quelques millions par année qui Mhm. sont récupérés auprès des conseils d'administration, voire ensuite actions qui sont menées.